Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et bien entendu, vous l'aurez deviné, je suis accompagnée de ma chère partner, Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien, bienvenue à notre émission. T'as décidé que c'était ta voix aujourd'hui? Oui, je voulais, tu sais, c'est plate, je fais juste dire « Ah, allô, ça va bien ». Ok, je voulais, c'est ça. J'ai essayé de jazz it up un peu, ok? Bon. Pour qu'on mette un petit peu d'action. Qu'on mette un peu de calembour. Non, c'est pas ça. De cabotinage dans notre café. Voilà. Alors, yay! moi, je vais mieux, même si tu me l'as pas demandé. Oh oui, excuse-moi, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai oublié de segway vers notre annonce importante. Comment ça va, Audrey? Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Non. Je vous explique, chers auditoristes. On enregistre au début du mois de juillet, mais il y a environ 3 semaines de ça, mon conjoint et moi, après 2 ans d'avoir été des model citizens qui restaient à la maison, qui jouaient aux cartes et qui buvaient du café, qui allaient prendre leur vaccin avec leur t-shirt I Heart Louis Pasteur. On s'est fait rattraper par la COVID dans un Canadian Tire en allant acheter des bacs à fleurs. Mais je pense que ça veut pas dire que t'es pas un model citizen, là. Faut dire ça tout de suite, là. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous de pogner la COVID. Ben oui, c'est la COVID. Elle nous a rattrapés dans un bac à fleurs au Canadian Tire. Et on a été un petit peu malade. Moi, j'ai eu la COVID courte, mon conjoint la COVID longue. Ça y apprendra à être roux. Mais maintenant, on va mieux. C'est ça qui arrive quand t'as pas d'âme. Voilà. Mais voilà. Mais maintenant, on va mieux. Je m'excuse à l'avance si ma voix... Regarde! Excusez, c'est moi qui... Là, c'est Catherine qui a la COVID. Qui me racle la... Non! J'ai donné la COVID à Catherine à travers Zoom. Non, ça va. Alors, je vais mieux. Je m'excuse à l'avance si ma voix est un peu plus éraillée que d'habitude, mais ça va mieux. Continuez de porter vos masques puis de laver vos mains. People, la COVID, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais je la comprends pas parce que tu me contais hors d'onde que ta mère disait que ta voix était différente, mais moi, je trouve que ta voix est pareille comme avant. Fait que, chers auditeurs, chères auditrices, si vous trouvez que la voix d'Audrey est pareille comme avant, vous devriez nous le dire pour qu'on puisse passer le message à la mère à Audrey. Je n'ai pas commencé à fumer 12 paquets de cigarettes par jour, inquiétez-vous pas. Mais t'es vraiment loin de sonner comme ça, là. Non. Je veux dire, c'est pas Dan Bigra, ton affaire? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins que Dan, ce cher Dan. 3 petits cochons qui s'en allaient. 3 petits cochons de lait. La tonne qui a marqué mon enfance. Oh. Ma soeur avait fait une routine de danse là-dessus quand on avait genre... Je sais pas c'est quand que ça a sorti cette histoire-là. Je devais avoir 10 ans, puis ma soeur 8, là. Mais en tout cas, voilà. Ça a marqué mon enfance. Oh, wow! Wow! Je suis sûre que tout le monde est vraiment content pour cette anecdote. Les routines de ballet jazz, c'est tellement funky. Sur ce ton-là de Dan Bigra, encore plus, vous pouvez vous imaginer. C'est Wild de Candiac. Ça en passe des affaires au centre communautaire. Centre des loisirs. Ah, le centre des loisirs. Ben, je peux confirmer qu'à Saint-Hubert aussi, c'était pas mal la même chose. Nice. Alors, avant de nous lancer dans une histoire de crime, nous allons... Le crime a le dos large dans mon histoire, on va dire ça. C'est plus une histoire de procès, disons. De grand procès! Oh, oui. Daniel Proulx va être à l'écoute. Daniel, mais non, il nous écoute jamais. Comme Babine. Mon Dieu qui est bête. Je veux dire, il n'y a personne qui nous écoute sauf vous autres. Merci. Merci de nous écouter, excusez. Alors, chers auditoristes qui nous écoutez et qui n'êtes pas Babine, on a un café à vous recommander. Et c'est un café qui est un petit peu spécial. Parce que... Mais beaucoup spécial. Beaucoup spécial. Parce qu'en fait, il s'agit de nos amis du podcast Distorsion qui ont fait une collaboration avec la brûlerie montréalaise Jungle afin de produire le café qui s'appelle le Distordu, qui est, et je vous lis la description disponible sur le site web de Jungle,
Un café qui a des notes de cerise, chocolat, confiture et qui est un mélange de grains provenant de la Colombie et du Rwanda et qui serait, selon le site web, la meilleure façon de commencer une grosse journée de recherche sur le web. Alors, naturellement, c'est parfait pour Catherine et moi puisque ça décrit en effet notre quotidien. Ça nous parle. Alors, on l'a goûté et c'est un excellent café, un café qui est très sucré. Alors, pour nos auditoristes qui préfèrent les cafés qui ont ce petit goût un peu plus acidulé, ça va définitivement être dans vos cordes. Si vous souhaitez vous le procurer, le café est disponible sur le site web de Distorsion et le site web de Jungle. Et aussi, on aimerait remercier un auditeur du nom de Christophe qui nous a écrit pour nous dire qu'il voulait supporter ses 2 podcasts préférés en nous offrant un sac du café Distordu. Mais malheureusement, c'est vraiment sweet. Les très gentils Sébastien et Émile, les animateurs de Distorsion, nous avaient déjà gâtés, Catherine et moi, avec un délicieux sac de leur café. Et on tient à prendre un moment aussi pour remercier Christophe, mais aussi Émile et Sébastien, les animateurs de Distorsion, parce que alors que Catherine et moi, nous n'en étions qu'à nos premiers balbutiements de podcasteuses, ils nous ont découverts et ils nous ont chaleureusement recommandés dans leur propre podcast. Alors, merci beaucoup, Émile et Sébastien, pour votre soutien. Ça compte énormément pour nous. C'est grâce à eux qu'on a pu trouver un plus grand public. Alors, merci pour le café, merci pour votre soutien. Et le podcast Distorsion, si ça vous intéresse et que vous ne le connaissiez pas déjà, c'est un podcast québécois qui parle de crimes en lien beaucoup avec la technologie et le web. Et ils sont disponibles sur les mêmes plateformes que nous, alors Spotify, Apple Podcasts et etc. Et on vous le recommande si après avoir écouté un peu de crime dans ton café, vous avez encore le goût d'écouter des histoires de crimes. Et sinon, on vous recommande, je répète, le Distordu par la brûlerie Jungle. Alors voilà, c'était ma recommandation café un petit peu longue, mais qui en vaut la peine. Ben, c'est un excellent plug d'un autre podcast que le nôtre, bravo! Ah oui, on se donne des claques dans le dos ici. Ben oui, on est là pour ça, écoute, c'est ça. Ça, on n'a pas le droit de te donner les tapes dans le dos, hein? Qui va le faire? C'est une belle communauté, le True Crime au Québec. Oui, c'en est une, c'est vrai. Alors, maintenant... J'ai dit ça sur un ton triste, mais c'est pas triste. Alors, maintenant qu'on a du café dans nos belles tasses du SPGM... Ben, toujours, partner. Toujours, partner. Toujours. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, mon chum? Je sais pas. Ah, cette joke. OK, je vais toujours la trouver drôle, cette joke-là, mais elle est pas drôle. Donc, aujourd'hui, on va parler du docteur Henry Morgentaler. Ce n'est pas une histoire de crime. À mon sens. Au sens de certaines autres personnes, ça l'est, mais c'est très débattable. On va pouvoir en débattre un petit peu. Mais ça faisait partie des cas qui étaient couverts par ce cher Daniel Proulx dans ce cher livre Les Grands Procès. Et avec le renversement du jugement de la Cour suprême de Roe contre Wade le mois passé aux États-Unis, je me suis dit, mon Dieu, me semble que ça vaudrait la peine de consacrer un épisode à cet homme incroyable, le Dr. Henry Morgentaler, qui a tellement fait avancer les droits des femmes et le droit à l'avortement au Canada. Yes! Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est super intéressant, je suis 100% derrière toi. Yeah! Là, c'est ça. OK, tantôt, on avait essayé d'enregistrer cet épisode et j'avais mon bébé avec moi et mon bébé, il faisait trop de bruit, fait que finalement, on a arrêté parce que il voulait participer à la conversation. C'est pas ça que vous voulez entendre, vous voulez pas entendre un bébé qui jase. Fait que là, on a recommencé. Mais c'est ça, tantôt, dans mon disclaimer, justement, j'avais dit que j'avais pas écrit d'introduction pour ce cas. Puis là, je suis bien impressionnée par mes skills d'improvisation, d'introduction de cas. Donc, voilà, c'était mon intro. Fait qu'on va parler du docteur Henry Morgentaler, qui était un docteur qui était un avorteur, selon les journaux. Oh my God! Un faiseur d'ange! Mes sources... il y a personne qui l'appelait un faiseur d'ange, mais un avorteur, ça, j'ai vu ça une couple de fois, par exemple. Mais c'est ça, mes sources, j'ai consulté plein d'articles de journaux qui datent de l'époque, là, les articles de journaux que j'ai consultés dataient de 67 à 74 et je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi le livre Les Grands Procès de Daniel Proulx, mais c'est ça, surtout des articles du Soleil, du Droit et du Montréal Matin qui a comme beaucoup couvert cette affaire-là parce que c'était un journal de tabloïd. Ouais, fait que ça, écoute, ça se vendait comme des petits pains chauds, cette histoire-là. C'est scandaleux. On aime... C'est très scandaleux, les histoires d'avortement. Voilà. Alors, petit disclaimer, hein.
Aujourd'hui, on va donc parler de droits reproductifs et de la possibilité de se faire avorter, et je vais utiliser le mot femme pour représenter les gens qui peuvent vivre un avortement, mais bien sûr, j'utilise ce terme-là par souci de concision et je fais référence à toutes les personnes qui ont un utérus, peu importe si il ou elle s'identifie au genre féminin ou non. Voilà. C'est pas pire comme disclaimer? Yeah! Parfait. Une autre affaire dans laquelle je suis pas bonne, comme improviser des intros, faire des disclaimers. Écoute, non, tu donnes pas assez de crédit, partner. Ouais, j'essaie. Alors, on va commencer ça tout de suite. Yes. Notre histoire commence le 15 août 1973. Ce jour-là, des policiers font une irruption inopinée dans la clinique du Dr. Henry Morgentaler, qui est située au 2990 rue Beaugrand, aujourd'hui la rue Honoré-Beaugrand. Ça m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre ça. Je suis pas fière de ça. Correct. Donc, 2990 rue Beaugrand. Il y a peut-être des gens qui habitent là aujourd'hui. Ce serait mon rêve. S'il y avait quelqu'un qui entendait une adresse dans un de nos cas puis qui ferait comme « Ah, je sais c'est où! C'est chez nous! C'est mes voisins! » Bon. Donc, les policiers font irruption là-bas. Ils accusent le Dr. Henry Morgentaler de pratiquer des avortements illégaux parce que c'était alors un crime en vertu de la loi contre l'avortement. Donc, c'était dans le code criminel et pénal que tu n'as pas le droit de faire des avortements. Donc, il est accusé de pratiquer des avortements illégaux. Et la police procède à un raid total en saisissant des dossiers, mais aussi en prenant des photos et en interrogeant tout le monde dans la clinique, y compris, tu sais, les madames qui étaient venues se faire avorter cette journée-là. Dans la voix de Stéphane Pouliot. « Il est où, votre boboy? » Ouais, qu'est-ce que vous avez fait avec votre boboy? Madame? Bon. Écoute, je peux vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec les boboys, mais en tout cas, on va y revenir tantôt. Pas de suite. Mais donc, il procède aussi à l'arrestation du docteur Morgentaler. Puis, je sais pas pourquoi, il y a comme des photographes qui étaient là, puis tout ça, là, ça a été photographié. Si vous cherchez son nom sur le site de la BANQ, là, l'entrée en photo du 15 août 1973, c'est des photos de son arrestation. C'est incroyable, là. On peut voir ça, là. Je sais pas pourquoi que c'était là. Voilà. Écoute, donc, Slow News Day. Écoute, c'était pas tant Slow News Day parce que, en fait, le Dr. Henry Morgentaler, il était déjà très connu, puis c'était une figure controversée qui était présente sur la scène comme publique montréalaise depuis maintenant environ 5 ans, en raison, vous l'aurez sans doute compris, de ses opinions controversées par rapport au droit à l'avortement. Quoi? Parce que lui pensait que c'était un droit fondamental et que les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter. Quoi? Bon. Les femmes, des droits? Ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? Là, la prochaine c'est quoi la prochaine? On est des personnes? Ouais, c'est ça. Hein? Voyons donc. Mais c'est effrayant. Maudit. Déjà qu'on leur a donné le droit de vote, ils devraient bien se taire et être contents. Déjà qu'au Québec, on est les derniers à avoir donné le droit de vote de femmes non tailleuses. Hey, c'est hallucinant, pareil, quand on y pense. Hein. 1940. Ça n'a pas d'allure. En tout cas, hey, mais fun fact, les femmes, on avait le droit de voter, mais pas si vous étiez asiatique. Ben oui, parce que je veux dire... Parce que c'est ça. Parce que pourquoi pas? Hein? Je veux dire, c'est tellement arbitraire, ces affaires-là. Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas mettre des clauses random comme ça qui sont basées sur absolument rien? Puis je sens que vous allez être encore plus surpris quand je vais vous dire que les femmes avaient le droit de voter, mais pas les personnes des Premières Nations. Ah, je suis pas surprise. Entends-tu le son de tout le monde qui tombe en bas de sa chaise? Oui, ma petite calotte surprise, là. Je vais aller la chercher. Elle s'en vient pas mal usée. Oui, c'est ça. Elle s'en vient pas mal usée par les temps qui courent. Mais oui, Québec, loin, loin, loin derrière le Manitoba pour donner le droit de vote aux femmes. Très, très loin. Ça, c'est quand même pas tout à notre honneur, on va s'entendre là-dessus. Oh que non. Bon. Mais qui est donc le Dr. Henry Morgentaler? Et qu'est-ce qui l'a mené vers cette clinique du 2990 rue Beaugrand dans Montréal-Est, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve? Qui est-il? Qui est-il? Ce maudit Tom qui veut nous donner des droits. Maudit Tom qui nous dit tout le temps quoi faire. Ouais. Bon, c'est un immigrant polonais. Donc, Henry Morgentaler est né Henek ou Heniek, ça dépend des sources. Il est né, donc, son nom de famille, c'est le même. Mais son prénom était Henek ou Heniek et il l'a comme, pas occidentalisé, mais comme anglicisé, là, quand il est arrivé au Canada. Mais donc, il est né à Łódź, en Pologne. Je suis allée écouter la prononciation de la ville. Donc, c'est la ville qui s'écrit L-O-D-Z, mais ça se prononce Łódź. Oh! Hey, savais-tu ça? C'est effrayant. Non. Fait qu'il est né le 19 mars 1923. La Pologne, ce pays tellement cool pour les droits des femmes et les droits à l'avortement. Comme ils sont vraiment super open là-dessus. Ouais, ça, il y a pas eu une grève générale des femmes à cause de ça, une couple d'années.
Ben non, pas pantoute. Mais anyway, c'était bien après son temps. Fait qu'il y a rien à voir là-dedans. Donc, ce cher Hennek Morgenthaler, né à Łódź, il est d'origine juive. Là, aussi, on peut mettre notre petit chapeau surpris. Alors, en 1940, sa vie est complètement bouleversée lorsque les nazis établissent le ghetto de Łódź, qui était un des premiers ghettos juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Oh. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est le ghetto de Łódź? Je suis allée faire des recherches là-dessus parce que je ne savais pas c'était quoi. Puis je me disais, je peux pas juste dire il a vécu là-dedans. Puis là, vous mettez en tête, je sais pas, genre le ghetto à Détroit. La liste c'est pas le ghetto à Détroit. Non, mais tu sais, je me disais, voyons, le monde n'aura pas une idée de à quoi ça ressemble. Bon. Je pense que c'est pas le même ghetto. Non, exactement, c'est pas le même ghetto. Fait que je suis pas historienne de la Deuxième Guerre mondiale, mais je suis allée, tu sais, me renseigner un petit peu, puis j'essaie de vous expliquer ça dans des termes que j'ai réussi à comprendre. Je suis pas historienne de la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas un papa de plus de 40 ans. Non, absolument pas. Puis c'est un peu étrange que je veux dire que je dis ça ici parce que j'ai aussi décidé de vous parler dans un épisode futur de la présence des nazis à l'île d'Anticosti pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je suis en train de devenir une historienne. On vous l'annonce en primeur. Je suis en train de devenir une historienne de la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, trigger warning pour antisémitisme. Je pense que vous vous en doutez un petit peu, cause hashtag Holocauste. Donc, l'idée du ghetto, c'était de déménager toute la population non juive à un tel endroit, puis toute la population juive à un tel autre endroit, puis de graduellement enlever tous les droits humains aux personnes juives. C'est ça. Fait que c'est vraiment pas chill. Nope. Voilà. Donc, à partir de 1940, donc quand notre cher Hennek Morgenthaler a 17 ans, ben, je veux dire, il vit dans le ghetto de Łódź, là, puis eux autres là-bas, ils ont, à partir de 42. Bon, à partir de 1940, quand le ghetto est établi, il y a déjà des radios, des postes de radio secrets où est-ce que, par l'entremise desquels les gens qui vivent dans... Oui, les Pirate Radio. Les gens qui vivent dans le ghetto se renseignent sur ce qui se passe à l'extérieur puis sur les avancées alliées, tu sais, pendant la guerre. Et à partir de 42, ben, les gens sont au courant qu'il existe des camps de travail. Dans ce temps-là, on savait pas nécessairement que c'était des camps d'extermination, mais, tu sais, ils sont au courant que ça existe. Alors, en 1944, lorsqu'il est envoyé à Auschwitz, Henry Morgenthaler, il est au courant de ce qui va se passer, puis il pense que sa mort est imminente. Oh my God. OK, on il commence est envoyé là. à Auschwitz. Oui, je sais. Il est envoyé à Auschwitz avec sa mère et son frère. Malheureusement, sa mère ne va pas s'en tirer, mais Henry Morgenthaler et son frère Abraham vont survivre. Ils vont passer seulement quelques jours à Auschwitz et ensuite être envoyés dans le camp de Dachau, près de Munich. Ma prononciation de l'allemand, elle est terrible, je le sais. On s'excuse à nos auditoristes de langue germanophone. Oui, on s'excuse, puis c'est ça aussi, disclaimer, là, je veux dire, j'ai fait des jokes là, de hashtag Holocauste, là, mais c'est absolument épouvantable ce qui s'est passé dans ce temps-là, puis je veux dire, on ne rit pas du tout des gens qui ont été victimes de ça. C'était terrible, la Deuxième Guerre mondiale, un moment très sombre pour l'humanité. Donc, les deux frères, Abraham et Henry Morgenthaler, vont rester à Dachau jusqu'à la libération. Et les deux vont survivre. Après la guerre, Abraham, le frère de Henry Morgenthaler, il émigre aux États-Unis et quelques années plus tard, Henry commence, lui, des études en médecine. J'ai lu quelque part qu'il avait commencé ses études en médecine en Allemagne, ce que je trouve qui est bizarre comme choix. Je vais rester ici avec les gens qui m'ont traité comme un moins que rien. C'est weird, hein? Mais en tout cas, il va commencer ça possiblement en Allemagne, mais il va les continuer assurément en Belgique. C'est là qu'il va rencontrer sa femme, qui s'appelait Chava Rosenfarb. Oh. Et avec sa femme, il va émigrer à Montréal en 1950 et compléter ses études en médecine à l'université de Montréal. Il va obtenir son doctorat en médecine en 1953. Quand même, hein? Je veux dire, il n'y avait pas l'UQAM dans ce temps-là. Anyway, il n'y aurait pas pu choisir ça. Ben, je suis étonnée qu'il n'ait pas été à McGill, en fait, mais... Oui, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi, mais il parlait très bien français, là. Et, mais c'est ça. Donc, en tout cas, il était peut-être justement plus francophile, donc... C'est possible. Ben, surtout qu'il avait étudié une partie en Belgique. Ils sont francophones dans une grande partie de la Belgique aussi. Donc, il a obtenu son doctorat en 1953 puis a commencé 2 ans plus tard sa pratique de médecine dans Montréal-Est, où il faisait alors de la médecine générale. Donc, il fait de la médecine familiale. Là, bon, c'est un médecin généraliste. À partir de 1967, Henry Morgenthaler entre pour la première fois sur la scène publique et commence à faire du lobbyisme pour le droit à l'avortement. Il se présente devant un comité de la Chambre des communes. 1967! Mais
Comme disait Beau Dommage, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Ben, c'est ça, je veux dire... Ah, ben oui, c'était l'année de l'expo. Ben oui, il était tôt, mais en même temps... J'ai pas pris assez de café, moi, là. Donc, il se présente devant un comité de la Chambre des communes sur la santé en octobre 1967. Là-bas, il va tenir comme argument que l'avortement enfreint le droit des familles et force les couples qui ne veulent pas d'enfants à les subir. Je paraphrase ce qu'il a dit, c'était relaté dans un article du journal Le Droit. Il fait ces affirmations-là devant la Chambre des communes au nom d'une société qui s'appelle la Humanist Fellowship of Montreal. Et il avait été invité à parler devant la Chambre des communes parce que celle-ci tenait une consultation, puisque le ministre de la Justice, notre cher Pierre Elliott Trudeau, venait de proposer une réforme de la loi qui s'appelait le projet de loi Omnibus et qui avait comme but de réformer le code criminel. Et donc, eux autres, ils voulaient justement, ils voulaient rendre plus manifeste, mettons, la charge criminelle de l'avortement, puis criminaliser ça davantage. Oh, davantage? Bon. Oui, c'est ça qu'il visait dans son projet Omnibus. Ça rendait... Mange la chenoute, Pet! Mange la chenoute! C'est parce que là, c'est très controversé comme argument, parce qu'en fait, ce que son projet de loi voulait faire, c'était rendre l'avortement légal, mais selon certains critères qui sont vraiment très, très, très limitatifs. Okay. Selon le docteur Morgan Thaler et aussi selon moi, les critères, c'était, les 2 premiers sont pas super, mais le 3e, on va attacher notre truc. Il faut que les avortements soient réalisés dans un hôpital. Parfait. Oui, OK. Oui, d'accord. Que ce soit approuvé par un comité de médecins, mais que ce soit réalisé seulement s'il y a un danger pour la vie de la femme. Ouais, non, pas d'accord. Pas d'accord! Fait que s'il y a un danger pour la vie du bébé ou qu'il y a des lourds handicaps ou qu'il y a des problèmes avec... C'est le temps du thalidomide, là, le médicament qui faisait des bébés avec des déformations. Là. Bon, c'est ça. Des difformités, pas des déformations. Pas sûr que ça veut dire déformation. Mais donc, c'est ça. Donc, il y a un contexte, puis ils sont comme, OK, on va rendre l'avortement légal, mais c'est juste ces paramètres-là. Dans ce cadre-là, ça va être légal. Puis pour tout le reste, s'il y a des pratiques d'avortement, ben c'est criminalisé. Puis le docteur Morgan Thaler, il s'oppose à ça. Bon. Donc... Moi aussi. Ouais, toi aussi. C'est parce que l'affaire, c'est qu'avec des critères comme ça, le droit de procéder ou non à un avortement est à la discrétion des hôpitaux, puis ça rend l'avortement très, très peu accessible. En fait, selon Henry Morgan Thaler, c'est ça qu'il explique à la Chambre des communes, il y aurait 100 000 avortements illégaux pratiqués chaque année. C'est beaucoup! C'est beaucoup! Et ces avortements-là résulteraient en 800 morts de femmes annuellement. Oh my God. Et aussi en plusieurs cas de stérilité qui découlent d'infections comme conséquence des mauvaises opérations d'avortement. Mm-hmm. Donc, d'avoir des balises qui sont aussi serrées, puis de tenir la laisse aussi courte à l'avortement, ce que ça donne, c'est des dérives, puis justement des avortements illégaux, puis c'est dangereux pour la santé des femmes. C'est ça son argument. Ben, c'est ça, puis la décision repose toujours pas du côté des femmes, là. C'est tout dans les mains des médecins, puis comme vous, madame, vous allez vous asseoir dans un coin en attendant que nous autres, on prenne une décision, là. C'est pas... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, vous pourriez être éligible à l'avortement s'il y a un danger pour votre vie, mais par exemple, s'il y a un danger pour votre santé mentale, ça, on s'en fout un peu parce qu'on est en 1967. Puis ta condition de vie en tant que telle, là, je veux dire, si tu vis déjà dans une situation précaire, ben deal with it, madame, t'es pas en danger de mort, fait que deal with it, mais je veux dire, en même temps, vivre dans une situation de précarité puis avoir un enfant, ça peut provoquer un certain danger pour la santé, puis je veux dire, à l'extrême, un danger de mort, je veux dire, c'est toutes des choses à considérer. Puis je veux dire, on parle même pas des viols. Non. On parle même pas des femmes qui se font laisser par leur conjoint puis qui tout à coup auraient tout ce fardeau-là. On parle pas de l'inceste, non? En tout cas. Fait qu'effectivement, tu sais, le projet de loi Omnibus, là, c'est vraiment pas mal bancal en ce qui a trait à l'avortement. Fait que le docteur Henry Morgan Thaler est là pour parler au nom de la Fellowship humaniste de Montréal. Et de raisonner pète. Je trouve ça incroyable. Il paraît que dans le temps, c'est ça, la plupart des avortements illégaux étaient l'apanage des charlatans et non pas des médecins qui décidaient de faire des avortements illégaux. Par exemple, il y avait un épicier du nom de Henri Gauthier qui pratiquait apparemment des avortements dans le backstore de son épicerie. Non, monsieur, non. Je sais pas si ça vous met une belle image en tête, là. T'as un étal de boucher, puis là, tu nettoies ça un petit peu, puis... Hey, non, mais c'était épouvantable, comme idée. Ça me rappelle As I Lay Dying de William Faulkner. Ouais. Qui a une scène d'avortement dans le backstore d'un magasin général.
Ouais, c'est ça qui arrive quand on criminalise l'avortement. C'est ça qui arrive. Mais bon. Asylum Dying, ça se passe au 19e et non au 20e siècle. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, femme. Arrête de parler. C'est pas grave, on a eu le vote en 1940. Hey, tu peux venir chercher ton steak haché pis te faire avorter. Les deux en même temps. Hey, talk about te joindre l'utile à l'agréable. Tu viens faire ta grosserie. Oh boy, tu fais toutes les commissions en même temps. Tu te fais désengrosser en faisant ta grosserie. Wow! Excusez, je pense que ça commence à être trop vulgaire, je vais arrêter. Ouais, mais je veux dire, je pense qu'à ce stade-ci, le monde ne savent dans quoi ils s'embarquent, là. Ils ont vu la thématique de l'épisode. Fait que là, OK, ce que Henry Morgentaler et la congrégation humaniste, le Humanist Fellowship... Je vois juste du monde avec genre des grandes jaquettes puis des médaillons. Moi, je vois du monde qui sont comme habillés comme Aristote. Tu sais, ils sont comme en toga. Ils sont comme bon. Fait que c'est ça. Ce que les autres proposent, c'est un accès généralisé à l'avortement avant le 3e mois. Donc, avant justement que ça devienne un fœtus, quand c'est juste un embryon. Et ensuite, un accès plus limité entre le 3e et le 5e mois dans ce que Henry Morgentaler qualifie comme des circonstances inusitées. Donc, justement, si ça pose un problème pour la vie de la femme, mais aussi s'il y a des inquiétudes par rapport à la santé du bébé, ou si on a des raisons de croire qu'il pourrait y avoir justement des déformités, des problèmes de santé très, 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 très lourds, ou justement des problèmes liés à l'état mental de la mère. Parce que ça existe la psychose de grossesse, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais il y a des femmes qui se font interrompre leur grossesse, de nos jours, là, sur la recommandation de leur médecin parce que leur état mental est tellement précaire que la possibilité d'accoucher pourrait leur provoquer une psychose. Les hormones, c'est fort en tabarnouche. C'est vraiment quelque chose. Oui. Donc, on n'est pas rendu là, mais en tout cas, il propose un accès généralisé avant le 3e mois, puis un accès plus limité entre le 3e et 5e mois. Très raisonnable. Ce qui est comme... C'est ça que j'allais dire. C'est quand même assez raisonnable. Donc, il est amené, bien sûr, il est questionné par rapport à ses perceptions de l'avortement et tout ça dans la consultation de la Chambre des communes. Pourquoi il est amené à se prononcer sur... Vous considérez que les femmes, c'est des personnes. Êtes-vous tombé sur la tête? Ouais. Abusez-vous de la boisson? Ce qu'on lui demande, en fait, c'est de se prononcer sur sa perception de la sexualité. Fait qu'on lui demande, tu sais, le sexe, là, OK? C'est censé juste servir à la procréation. Puis il dit, ben non. Il dit, ça sert à la procréation, mais aussi ça donne du plaisir aux gens, tu sais. Et là, il dit, et je paraphrase, une forme de communion, exactement. Et il dit, et là, je paraphrase, que ça n'aurait pas de sens de refuser l'avortement sous prétexte que le sexe est lié au plaisir et non pas juste à avoir des enfants. Ça n'a aucun parce rapport. Il n'y a aucun médecin qui refuserait de guérir quelqu'un qui s'est cassé une jambe en faisant du ski sous prétexte que le ski, ça amène du plaisir. Mais quel homme brillant. Mais c'est une bonne explication quand même. Non, c'est une très bonne façon d'expliquer ça. J'adore ça. Fait que c'est comme... c'est pas parce que c'est lié à du plaisir ou qu'on voudrait pratiquer cette activité qu'est la sexualité pour le fun, puis qu'on en tombe enceinte puis qu'il y aurait des conséquences, qu'on devrait être refusé de traitement si on veut interrompre notre grossesse. Maudite pécheresse! Vis avec tes conséquences! Fait que là, finalement, on lui parle, du respect de la vie humaine, OK? Puis que, avortement is murder, là, comme certaines personnes disent. Et là, le docteur Henry Morgentaler, qui, on l'a vu déjà, puis tu viens de le dire, quel homme brillant, il déclare que l'avortement, c'est pas une atteinte à la vie humaine parce que le fœtus n'a aucune chance de survie s'il est accouché avant le 6e, voire le 7e mois. Fait qu'est-ce que c'est vraiment une personne à part entière? Pas vraiment. Non, puis... non. Je veux dire, la pension alimentaire, ça commence pas pendant qu'il est dans le ventre. Ça commence quand il est dans le monde. Voilà. Exactement. Fait que, bien sûr, les positions d'Henry Morgentaler sont loin de faire l'unanimité, puisqu'elles ne font toujours pas l'unanimité aujourd'hui. Vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemblait en 1967? Oui, parce que tu l'avais mentionné dans notre première version de l'introduction, mais pas dans celle-ci, qu'on veut nommer un parc en l'honneur du Dr. Morgentaler et qu'il y a une pétition qui circule présentement pour que ça n'arrive pas et que le nombre de signatures est un petit peu aberrant. Il y a plusieurs pétitions qui circulent. C'est très aberrant. Puis je vais vous en reparler en conclusion, juste pour que la conclusion soit vraiment triste. Puis après, je vais vous dire quelque chose de plus heartwarming. Puis après, il va y avoir les 2 minutes de babine pour son métier piton. Ah ouais, on va être correct. Donc, c'est ça. Ces positions sont loin de faire l'unanimité. Si celui-ci milite pour le droit à l'avortement, il y a de nombreuses autres personnes, y compris une tralée de femmes, qui militent pour le contraire, un petit peu comme aujourd'hui, en prétextant, comme nous le savons très bien, que l'avortement est un meurtre. C'est ça.
On va se passer de commenter ici, mais je dire que nous ne le savons pas, c'était un sarcasme. On sait pas que l'avortement est un meurtre, c'était sarcastique. Suite à son passage à la Chambre des communes, qui est documenté at large dans les journaux, les femmes commencent à se présenter de plus en plus fréquemment à la clinique de médecine familiale de Henry Morgentaler pour demander à avoir un avortement. Et après, retourner sur le picket line. Ben oui, tu sais, dans certains cas, effectivement. Fait qu'on dirait qu'un mouvement s'amorce, tu sais, un mouvement vers le progrès et le droit des personnes, mais néanmoins, les choses ne bougent pas assez vite. En 1969, Henry Morgentaler se prononce devant un groupe de débat à Toronto pour réitérer que les réformes proposées par le Bill Omnibus de Pierre Elliott Trudeau, même si elles ont été modifiées depuis sa première déclaration en 67, elles sont encore trop minimes et qu'il s'apprendrait de réformes beaucoup plus considérables pour rendre l'avortement disponible pour toutes les personnes qui en ont besoin. Puis à partir de la même année, Henry Morgentaler décide d'abandonner la médecine familiale pour se concentrer principalement sur la planification familiale, donc faire des vasectomies, la distribution de contraceptifs même aux femmes célibataires et procéder à des avortements illégaux. Je tiens à dire, la vasectomie, c'est une procédure tellement simple et tellement rapide. En plus d'être réversible. Quand même, hein? Et qui n'a pas vraiment de conséquences sur tes hormones ou des affaires comme ça, comme les contraceptifs pour les femmes en ont souvent. Voilà. C'était ma minute controversée. C'est tout un épisode controversé, là. Écoute. Donc, il décide de se consacrer uniquement à, justement, faire des avortements illégaux et tout. En 69, et ça prend pas longtemps pour qu'il y ait des premières procédures judiciaires qui sont intentées contre lui. En fait, le 6 juin 1970, des accusations d'avortement illégal sont officiellement portées pour la première fois contre Henry Morgentaler pour avoir pratiqué un avortement et conspiré comme tel. C'est ça les charges. Conspiré. Son enquête préliminaire s'ouvre le 12 juin 1970 et pour protester contre ces procédures légales, des manifestations s'organisent dès le lendemain. Alors, le 13 juin 1970, manifestation d'environ 300 femmes devant le palais de justice de Montréal, qui est documentée par le Montréal Matin. Alors, voici un des extraits de l'article du Montréal Matin. Si vous aviez envie de pogner les nerfs, ça va commencer maintenant. OK. Je vais tout vous lire ça, c'est magnifique. Un détachement de policiers de la Sûreté du Québec défendait hier le palais de justice de Montréal pour prévenir toute invasion. On craignait des manifestations, et en effet, on vit une troupe s'avancer en rang serré vers le palais. Mais c'était une troupe de femmes. C'est juste des femmes. On leur a piché des rouges à lèvres, ils se sont calmés. Le mais était pas nécessaire dans cette phrase-là. Mais c'était une troupe de femmes. Donc, quelques 300 suffragettes s'avançaient en provenance de la place Vauclin sur la rue Notre-Dame. Mais ce fut une manifestation tacite et sans incident. Pourquoi cette manifestation du sexe faible, parenthèse, c'est bien le cas de le dire. Mange la merde! Ces dames et demoiselles sont des protestataires qui revendiquent le changement de la loi pour obtenir la législation de l'avortement sans aucune contrainte, au nom de la liberté des droits de, 3 petits points, la femme, de disposer d'elle-même comme elle l'entend. Fin de la citation. Quel point de vue controversé. Fait qu'il y a eu une manifestation, mais il fallait pas s'inquiéter parce que c'était juste 300 madames qui ont pogné une air avec des jupons, là. C'était juste une gang d'hystériques! Hey! Ma maudite gang! Bon. Fait que, anyway, le docteur Henry Morgentaler est libéré sous cautionnement et sous condition. Sa caution est de 5 000 $. Et là, le 15 juin, une délégation de l'association humaniste, là, le fellowship humaniste, là, obtient une rencontre avec Pierre Elliott Trudeau. Les messieurs en robe. Les messieurs en robe. Ils obtiennent une rencontre avec Pierre Elliott Trudeau, le ministre de la Justice, pour discuter des lois contre l'avortement puis essayer de justement faire changer la loi, surtout à la lumière de l'arrestation de Henry Morgentaler. Mais ça ne débouchera pas parce que, les procédures légales vont aller de l'avant. Et là, le Petit Journal rapporte le 21 juin que suite à l'arrestation d'Henry Morgentaler, de nombreux médecins qui pratiquaient auparavant des avortements illégaux ont cessé de le faire de crainte de subir des représailles de la part des autorités. Avec raison. Ouais, c'est ça. Mais parallèlement à ça, la presse rapporte qu'une centaine de médecins ont décidé de déclarer sur la place publique faire aussi des avortements dans le but de faire avancer la cause et légaliser l'avortement, tout ça en soutien à Morgentaler qui doit subir son procès à l'automne 1970. Fait que
on a d'un côté un mouvement de gens qui vont être échaudés par le fait qu'Henry Morgentaler est arrêté, puis d'autres qui décident de se prononcer publiquement pour le soutenir, pour voir si ça va faire avancer les choses. Fait que là, en plus, le 15 août 1970, la presse annonce la formation d'un comité pour la défense d'Henry Morgentaler qui va être formé de médecins et de personnalités publiques. On va y revenir plus tard parce qu'il y a des gens qui vont s'ajouter à son comité éventuellement quand le procès va avoir lieu. Parce que vous allez voir, on n'est pas encore rendu au procès. C'est compliqué les affaires légales, mais je suis là pour tout vous raconter ça. Fait que, le but du comité de la défense de Henry Morgentaler, c'est bien sûr le retrait de toutes les accusations qui pèsent contre lui et aussi la radiation de l'avortement du Code pénal canadien. Final, bâton. Voilà. Bon. On veut plus d'entendre parler. Coup, non. Et de tout à coup, les procédures judiciaires entamées contre Morgentaler sont suspendues. Le juge, l'honorable Maurice Fauteux, qui préside l'enquête préliminaire... Ouais, c'est ça son nom? Fauteux. Ah, Photo, excusez. E-A-U-X. Bon, en tout cas. Fait que l'honorable Fauteux, qui préside l'enquête préliminaire, se prononce et déclare qu'il a assez de preuves pour procéder, mais l'avocat de Morgentaler, qui s'appelait Maître Claude Armand Shepard, demande un bref de certiorari. Wow, je sais, c'est fancy. Selon le bureau de la traduction, un bref de certiorari est, et je cite, l'ordre d'une cour supérieure enjoignant à un tribunal inférieur de lui communiquer les pièces d'une affaire dont il est saisi afin d'évoquer la cause avant jugement ou de réviser le jugement s'il est déjà rendu. C'est compliqué, cette histoire-là. Fait que, ce qu'il veut faire, en bref, là, c'est dire que le juge Fauteux, il y avait probablement pas assez de preuves pour procéder, parce que là, c'est la fin de l'enquête préliminaire, fait que là, le juge était censé déterminer s'il pouvait avoir un procès. Donc, que le juge a remis son jugement, mais que c'était trop hâtif, puis qu'il en demande d'une décision de la Cour d'appel ou de la Cour suprême. Donc, l'affaire va se rendre devant un autre tribunal pour que Maître Shepard puisse évaluer la preuve et faire évaluer la preuve par un autre comité de juges. Et selon Le Devoir, en 1971, Maître Shepard aurait demandé ça parce que, vu que l'histoire suscitait un grand engouement de la part du public, et surtout du sexe faible, on l'a vu dans le Montréal Matin. Oui, c'est parce qu'on lit des petits magazines en prenant notre petit café pendant que notre souper est cuit. Ouais, c'est ça. Fait que vu que ça suscitait un grand engouement de la part du public puis que c'était documenté dans les journaux à outrance, là, le juge aurait demandé à ce que les procédures de l'enquête préliminaire se déroulent en huis clos pour protéger l'identité des patientes de Morgentaler. Puis à cause de ça, Maître Shepard veut savoir si les procédures ont bien été réalisées, comme il faut, et qu'il n'y a pas eu de problème, il n'a pas abusé de ses pouvoirs en agissant de la sorte. Mais c'est surtout une stratégie pour faire bretter le procès. Ce qui va fonctionner parce que ça va prendre un total de 17 mois à la Cour d'appel pour rendre un jugement. Seigneur. Il juge que toutes les procédures ont été réalisées comme il faut, donc on peut aller de l'avant avec la poursuite. Fait que là, les procédures vont reprendre en octobre 71, mais ils vont être de nouveau arrêtés parce que Maître Shepard est un professionnel du brettage de procès et il va demander un nouveau bref, mais cette fois-ci de prohibition. Fait que là, ce qu'il demande, c'est qu'il a fait juger ça par, mettons, la Cour d'appel, mais là, il veut que ce soit jugé par la Cour suprême. On veut l'avis de tout le monde, là. Ça me prend des opinions, là. On veut l'avis de tout le monde. Et lui veut, vraiment, là, il s'acharne pour essayer de démontrer qu'il y a quelque chose de non constitutionnel dans la manière dont le juge a rendu son jugement par rapport à l'enquête préliminaire, OK? Puis là, la preuve contre Henry Morgentaler a été amassé de manière inconstitutionnelle, puis c'était épouvantable. Fait que là, on va arrêter les procédures, puis en tout cas, cet avocat-là, il est vraiment bon. J'aimerais ça qu'il me défende, parce que il réussit à faire bretter le procès pendant encore, je pense que c'est 12 mois. Seigneur! Ça fait 2 ans! Oui, pendant 1 an de plus, il va faire bretter ça. Écoute, il était écœurant. Fait que là, entre-temps, je suis tombée sur une anecdote que j'ai trouvée assez amusante en faisant mes recherches parce que je cherchais des mots-clés, dans la BANQ. Puis là, je suis tombée sur un article du 6 mars 1972. Puis là, la presse rapportait que une centaine de Québécois et Québécoises ont trouvé le gouvernement fédéral coupable de viol et le gouvernement provincial coupable de complicité. J'étais comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Répète en fait, ça. c'est parce que le 6 mars, il s'est tenu une conférence sur le sujet de l'avortement, je pense dans une université, puis c'est des panélistes de ces conférences qui ont condamné les politiques gouvernementales. Fait que c'est pas vrai, il y avait pas... Tu sais, moi, j'avais cherché procès, avortement, puis là, ça m'a donné cet article-là, puis j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? C'était du old-timey clickbait. C'était vraiment ça, ouais, c'est plate, hein? En tout cas. Bon,
C'était une assez mélangeante. Et là, bon, le 29 avril 1972, Le Devoir annonce que Henry Morgentaler est enfin traduit devant un juge après un autre arrêt de procédure de presque 2 ans. Donc, c'est ça, on est rendu à 2 ans au total. Mais là, les journaux avertissent qu'il ne serait pas au bout de ses possibilités d'appel. Et là, il a beaucoup de cartes dans sa manche. Ben là, il y a une carte qui est assez inusitée qui va sortir de sa manche. Fait que là, quand le procès était censé commencer, en septembre 1972, le docteur Henry Morgentaler lui-même demande au juge de suspendre son procès jusqu'après le 30 octobre parce qu'il a l'intention de se présenter en politique. Et que c'est les élections fédérales! Alors, il se présente comme député indépendant dans le comté de Saint-Denis. Ben voyons donc! Fait qu'il demande à faire suspendre son procès pendant qu'il... Ben, je sais bien. Je pensais que c'était pour avoir du temps pour travailler son costume d'Halloween. Ben non, c'était même pas pour ça, malheureusement. C'était pour ses élections, puis ça aura pas donné grand-chose parce qu'il va finir 4e avec seulement 1509 voix. Mais moi, j'aurais voté pour lui. C'est quand même une belle tentative. Oui. OK. Fait que là, son procès, qui a été, on s'en rappelle, qui a été intenté en juin 1970, va enfin s'ouvrir en février 73. Eh boy, le monde a changé de look entre-temps. Ben là, oui, il y a eu le temps. La mode des afros est partie, puis maintenant, c'est les cheveux comme parapasset. Oh là là! Oh là là! Fait que là, il y a des embûches pour la couronne dès le début parce que les 2 premiers témoins qui sont appelés à la barre, qui sont des jeunes femmes qui auraient apparemment reçu des avortements de la part du Dr. Henry Morgentaler. C'est pas mal comme ça, mais... C'est ça, les deux coucheuses appelées à la barre sont incapables d'identifier le Dr. Morgentaler comme étant celui qui a pratiqué les avortements. Je sais pas c'est qui. Je suis pas sûre que je le reconnais, là. J'avais un sac en papier à ce moment-là, ouais. Fait que mon toupette était trop long. Ben, c'est vrai que leur toupette leur arrivait dans les yeux, là, ce temps-là, tu sais. Voilà. C'est plus difficile. Fait qu'à ce moment-là, le docteur... OK, ça a bretté pendant tout ce temps-là, mais il est seulement accusé d'avoir pratiqué un avortement. La jeune femme qui est comme mise en cause dans cette accusation-là, elle est... On sait pas c'est qui. On dit que c'est une brunette, une jolie brunette. Oh. Elle est originaire de la ville de Québec. Elle avait 21 ans, puis elle dit avoir payé 300$ pour son avortement et avoir donné un faux nom à la clinique, à l'accueil de la clinique de la rue Beaugrand. Elle aurait eu son avortement en janvier 71. Fait que là, la personne initiale de la poursuite de 70, on dirait qu'elle est plus là. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour la remplacer, qui aurait eu son avortement en 71. En tout cas, switcheroo. Fait que là, parallèlement au procès d'Henry Morgentaler, là, il y a un événement historique d'importance qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On est en 1973. Qu'est-ce qui se passe en 1973 aux États-Unis, Audrey? Je sais pas. J'en ai parlé tantôt! C'est l'arrêt de la Cour suprême de Roe contre Wade. Oui! J'étais comme la guerre au Vietnam! Ben, oui, mais non. Mais non. c'est pas ce cas-ci. Donc, en janvier 1973, avec l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt historique que fut le cas de Roe contre Wade, la Cour suprême américaine décriminalise l'avortement sur l'ensemble de son territoire. Fait que là, il y a encore des lois qui vont régir les possibilités d'avortement dans les différents États, mais au niveau fédéral, l'avortement est décriminalisé aux États-Unis. Et suite à cet arrêt historique, le docteur Morgentaler va faire une sortie publique qui, selon Daniel Proulx, aurait eu comme objectif de faire avancer la cause du droit à l'avortement au Canada. Parce que, je veux dire, d'un point de vue légal, si on considère qu'il est en train de subir son procès, là, c'est un vraiment très, très mauvais move. Mais le 29 mars 1972, Henry Morgentaler va affirmer dans les journaux avoir pratiqué pas loin de 5000 avortements au cours des années précédentes. Oh my God! Avec aucune mort et seulement 27 hospitalisations et 6 cas d'hémorragie. Donc, pour démontrer que... C'est un excellent score! Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'avortement et que quand c'est pratiqué par des médecins et non pas par l'épicier en arrière de son comptoir, de son étal de boucher, là, bon, qu'il y a beaucoup moins de cas de complications. Voilà. Fait que là, depuis le début de ses procédures judiciaires, comme je vous l'avais dit, il était en libération conditionnelle. Ben, en libération sous cautionnement, en fait, en attente de son procès. Mais là, avec sa nouvelle affirmation dans les médias, là, puis d'autres sorties médiatiques qu'il va faire par la suite pour, justement, surfer sur la vague de Roe v. Wade dans l'objectif de faire avancer la cause de l'avortement au Canada, ben, les autorités vont commencer à, comme, pas aimer ça. Pogner les nerfs. Oh non, il aime vraiment pas ça. Et c'est ça qui va mener justement à son arrestation le 15 août 1973. Ça faisait déjà 3 ans là, qu'il y avait des procédures intentées contre lui. Mais là, il va être réarrêté une deuxième fois. Et il va être accusé encore, tu sais, d'autres charges qui vont s'ajouter aux premières charges. Il va être accusé officiellement d'avoir pratiqué d'autres avortements illégaux. Et maintenant, il encourt une peine de prison assez considérable selon les grands procès de Daniel Proulx. C'est là-dedans que j'ai trouvé cette information.
il y a un support incontestable qui s'organise, un soutien incontestable qui s'organise suite à la deuxième arrestation. Et c'est à ce moment-là, justement, que Lise Payette, entre autres, va joindre le comité de défense de Henry Morgentaler. Ben voyons donc! Lise Payette! Yeah! Donc, pour son nouveau procès, qui est en fait le même procès qui est en train de continuer, là, on s'entend, tu sais. Moi, j'étais super confuse quand je disais ça dans les journaux. It's going on and on and on. It's going on and on and on. Ben, Henry Morgentaler va encore faire appel à Claude Armand Shepard, qui a fait une super bonne job à halter les procédures pendant 2 ans, tu sais, on s'entend. Oui. Et là, celui-ci va demander à avoir un procès devant un jury plutôt que devant un juge seul. Et selon Daniel Proulx, l'avocat aurait insisté pour que le jury soit francophone parce que selon lui, le public francophone est, et je cite, plus réfractaire à l'autorité. Fin de la citation. Donc, il espérait que, puisque nous autres, les francophones, on n'aime pas ça, l'autorité, ben, qu'on soit plus en faveur du docteur Morgentaler. Bonjour, la police! Alors, on est le procès s'ouvre. Oui, puis là, on est 3 ans après la crise d'octobre. Ah, on avait prouvé qu'on n'aime pas beaucoup l'autorité. Ouais, c'est ça. Puis qu'on n'aime pas beaucoup Pierre-Éliott Trudeau, là, qui est rendu premier ministre. Fait que là, le procès s'ouvre finalement devant le juge John K. Hugison. J'ai aucune idée comment prononcer son nom. Bon. Et il s'ouvre devant un jury composé d'11 hommes et une femme. Et c'est quand même... Elle devait se sentir seule. C'est quand même pas le fun, mais c'est majoritairement des francophones. Puis à la barre des témoins, on appelle une femme qui vient témoigner de son expérience à la clinique. Là, c'est un peu weird parce que c'est ça. Elle est convoquée par la couronne, mais je vais vous parler de son témoignage, puis je comprends pas trop pourquoi la couronne ils ont fait témoigner cette madame-là. Fait qu'elle dit que elle était à la clinique d'avortement le 15 août quand il y a eu le raid, justement, puis c'est pour ça que la police l'a arrêtée puis l'a interrogée, elle. Elle dit que elle est une étudiante. Elle a appris qu'elle était enceinte au début du mois d'août 1973, puis immédiatement, elle a consulté plusieurs médecins pour se faire avorter, parce que, tu sais, elle était encore dans son premier trimestre, dans les 3 premiers mois. Fait que là, techniquement, début, fait que, tu sais, techniquement, il n'est pas question de est-ce que c'est une vie, tu sais, je veux dire, le bébé, on n'entend pas encore son cœur, là, à cette époque-là, tu sais, c'est ça, c'est juste un embryon. Bon. Donc, elle a consulté des médecins, elle s'est fait virer de bord à plusieurs reprises. Éventuellement, elle a entendu parler, through the grapevine, tu sais, de bouche à oreille, de la clinique de Morgentaler. Elle a pris rendez-vous. On lui a dit que la procédure coûtait 200$. Et alors, on voit que le docteur avait diminué ses tarifs depuis la fille qui disait que ça coûtait 300$. Là. Fait que je l'ai calculé, ça équivaut à 1300$ aujourd'hui. Donc, ça coûtait 200$. La jeune femme a dit « Oui, j'aimerais ça prendre rendez-vous ». Quelques jours plus tard, elle a rappelé et elle a dit « Ben, j'ai pas 200$, j'en ai juste 150$. » Puis, ils ont dit « Ben, viens quand même pour ton avortement, puis on va te créditer le reste. » Ben, voyons donc. Pour vrai, là... Il était vraiment là pour aider les femmes. Là. Il est incroyable, cet homme. Il était incroyable. Donc là, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait témoigner parce que, je veux dire, il y a rien là-dedans qui est terrible, tu sais. Moi, j'ai comme... Dans ce témoignage-là. J'ai les larmes aux yeux présentement. C'est tellement un témoignage d'à quel point il y avait ses patients à cœur. Oui. Patientes à cœur. C'est encore mieux là, parce qu'on arrive dans, justement, les témoignages, les témoins de la défense. Fait que la défense, là, ce qu'ils ont employé, c'est ce qu'ils ont appelé une défense de nécessité. Oh. Donc, ils n'ont pas nié le fait que le docteur Morgentaler a fait des avortements, mais on dit que c'était des opérations qui étaient nécessaires parce qu'ils étaient refusés par d'autres institutions et qu'il fallait que ces opérations-là se déroulent dans un contexte qui était sécuritaire pour la vie des femmes. Absolument. C'est important. Donc, c'était nécessaire qu'Henry Morgentaler enfreigne la loi pour venir en aide à ces femmes-là, parce que sinon, il allait se ramasser chez maudit Henri Gauthier, là, l'épicier, puis se faire avorter à côté d'un étal. Ben ouais, c'est ça, en 2 petites barquettes de fraises. Bon. Fait que là, la défense a fait témoigner une dame de 50 ans qui est mère de 3 enfants et qui fait du bénévolat à la clinique d'Henry Morgentaler. Celle-ci a affirmé que son rôle était celui d'accompagnatrice. Fait qu'elle était bénévole à la clinique, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle accompagnait moralement les patientes et qu'elle les aidait à travers les procédures. Fait que s'il y a quelqu'un qui se pointait à la clinique qui pouvait pas avoir son conjoint ou une amie avec, ben, elle pouvait rester dans la salle puis leur tenir la main pendant qu'il se passait les procédures. Puis je pense que c'est important aussi de raconter que je l'ai pas écrit dans mon script, mais je vais vous l'expliquer. À ce moment-là, la procédure qui était utilisée pour procéder à des avortements, c'était la technique du curetage. Ils appellent ça dilatation et curetage, le DNC. C'est encore ça qui est pratiqué à beaucoup d'endroits aux États-Unis, par exemple, mais même au Canada. Si tu fais une fausse couche, c'est ça qu'ils vont te faire. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est très invasif
et douloureux. Le docteur Morgenthaler, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a pas développé ça, mais il était une des premières personnes, un des premiers médecins à utiliser la technique du siphonnage, qui apparemment est moins invasif, moins douloureux, puis qui a moins, justement, de séquelles possibles pour la santé de la femme, puis surtout sa santé reproductive. Parce que tu pourrais avoir des complications liées à dilatation et curetage qui ferait que par la suite, tu es stérile. T'sais. Donc, lui avait une technique pour pratiquer des avortements qui était aussi moins douloureuse pour les femmes. Fait qu'il était vraiment là, il œuvrait vraiment pour le bien-être des femmes. Il y a aussi cette femme-là, justement, la dame de 50 ans qui faisait du bénévolat, elle est aussi là pour l'humaniser, pour témoigner de son caractère, sa personnalité. Elle dit que le docteur Morgenthaler est un homme très affable et généreux, et elle raconte qu'il lui est arrivé de ne pas faire payer les clientes qui avaient moins de moyens, et même de leur offrir de l'argent pour rentrer en taxi chez elle après la procédure. Oh my God, je suis trop aimée. Il était incroyable, cet homme-là. Il était vraiment incroyable. Il y a pas de gens comme ça dans le monde. Non, pour vrai. Puis c'était vraiment quelqu'un qui œuvrait pour le bien-être de l'humanité. Puis il a déjà dit dans une entrevue, puis là, c'est très, très grossier là, comme portrait, mais tu sais, je pense que c'est important de le dire quand même, que pour lui, il avait l'impression que si les femmes avaient le droit de choisir quand elles voulaient des enfants, puis comment elles voulaient avoir une famille, il y aurait moins de choses horribles qui se passeraient dans le monde. Puis justement, s'il y avait eu le droit à l'avortement plus généralisé, ben des choses comme l'Holocauste, peut-être que ça serait pas arrivé. Là, c'est très, 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 très large, là. Je veux dire, peut-être que les parents de Hitler voulaient vraiment l'avoir, là. Mais quand même, c'est vrai que grandir dans un foyer où est-ce que tes parents désirent vraiment ta présence, puis ils ont les moyens pour t'élever, puis ils sont capables, puis ils ont les ressources, puis l'aide psychologique, le soutien du corps médical, le soutien de la société, ça fait toute une différence. Ben, c'est vraiment pour ça qu'il est vrai, lui. Je l'ai un peu dit au début de l'épisode, mais je veux dire, ça a été prouvé maintes et maintes fois qu'une situation de précarité peut mener à la mort et à la violence. C'est vraiment important d'avoir cette option-là, d'avoir un choix. Ouais. C'est vraiment... je veux dire... Ça fait toute une différence pour le bien-être des enfants. Absolument. Être dans un milieu aimant. C'est vraiment pro-vie. C'est pro-qualité de vie pour les futurs enfants, pour les enfants qui vont justement être désirés, arriver au bon moment dans une famille qui est capable de les accueillir. Exactement. Puis là, venez pas me parler, maudit, du foster system puis de l'adoption, là. Je veux dire, non, en tout cas. Oui, l'adoption, c'est une chose absolument incroyable, là, mais si on dit aux gens, ben faites-vous pas avorter, puis à la place de donner votre bébé en adoption, là, il va se ramasser dans des foyers d'accueil, puis souvent, il y a des familles qui font leur possible pour être des très bons foyers d'accueil, mais il y en a d'autres où ça fonctionne juste pas parce qu'il y a trop d'enfants, il y a pas assez de moyens, il y a pas assez de soutien. C'est pas pour le bien-être des enfants non plus de les mettre dans une situation comme ça. Puis je vais dire quelque chose, je vais peut-être me faire pitcher des briques, mais c'est pas une bonne situation pour une femme non plus de dire non, amène ta grossesse à terme, puis après tu vas juste donner l'enfant en adoption, là. On n'est pas des incubateurs. On est des personnes, on a le droit de prendre des décisions par rapport à nos corps. Si on veut pas terminer une maternité, c'est notre choix. Oui. Puis honnêtement, là, c'est ça, pour avoir maintenant vécu une grossesse, je peux pas imaginer la détresse psychologique que tu vis quand t'es obligé de traverser tout ça puis que tu l'as même pas désiré. Comme moi, j'ai trouvé ça super stressant d'être enceinte. C'est beaucoup d'inconnus. Tu comprends pas ce qui se passe, puis ton corps t'appartient plus, là. Tu l'as perdu complètement. Je peux pas croire, là, que tu voudrais forcer les gens à passer à travers ça juste parce que t'es pas capable de considérer qu'il existe d'autres options. Non, c'est vraiment pas rendre service aux femmes. Non, puis en plus, une grossesse, ça peut amener des dommages permanents au corps d'une femme. Les femmes développent des choses pendant leur grossesse, par exemple, des allergies alimentaires, des problèmes de santé, c'est ça. comme de la haute pression, comme on en a parlé dans l'épisode de Myriam Bédard, qui a carrément dû abandonner sa carrière après avoir été enceinte. Fait que non, c'est une condition médicale qui change le corps, qui change une vie. Fait que non, juste enlever le droit à l'avortement puis dire non, mais il y a le droit à l'adoption, c'est pas la même chose. Ça enlève encore un droit aux femmes. Puis c'est une option, mais c'est une option parmi d'autres. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, moi, j'avais la discussion avec mon chum, puis là, je vais faire une sortie publique, de partager l'opinion de mon chum.
Je savais pas c'est qui mon chum, fait que c'est bien correct, j'ai le droit de tout raconter ce qu'il veut. Mais lui, il disait que ça n'a pas de bon sens, puis que ce qui devrait en fait arriver, c'est que les jeunes hommes, quand ils veulent devenir actifs sexuellement, devraient tous subir une vasectomie. Puis là, quand t'es prêt à devenir un père, là, ben, tu l'as fait reverse. Je sais pas comment dire ça en français. Oui, tu l'as fait reploguer. Mais il dit parce que ça n'a pas de sens. Effectivement, c'est trop une grosse responsabilité à mettre sur les femmes. Puis c'est juste les femmes qui subissent les conséquences de ça. Aux États-Unis, justement, juste avant Roe v. Wade, ce qui a mené à ça, il avait commencé à porter des accusations criminelles contre non seulement les médecins, mais les femmes qui subissaient les avortements. Oui. Ben voyons donc! C'est absurde, puis en plus, pour embarquer sur l'argument de ton copain... C'est quand même un bon argument. Les femmes, on est fertiles même pas une semaine par mois. Là. Ouais. Les hommes le sont tout le temps. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Messieurs, vous l'êtes tout le temps. En tout cas, c'est vraiment absurde, mais je me rappelle aussi, je m'excuse, la parenthèse s'étire, mais sur les réseaux sociaux, quand il y a eu le renversement de Roe v. Wade, il y a beaucoup de jeunes couples blancs, hétérosexuels, extrêmement conservateurs, qui postaient des selfies de eux avec des pancartes et le sourire le plus creepy que j'ai jamais vu et qui disaient « Don't abort, we'll adopt ». Et il y a des gens dans les commentaires qui les confrontaient, avec raison, et qui leur disaient « Il y a présentement plus de 155 000 enfants dans le foster care system. Qu'est-ce que t'attends? » Et ces gens de répondre « Oui, mais c'est long et ça coûte cher. » Effectivement. C'est très long et ça coûte excessivement cher que d'adopter. Fait que maintenant, ta pancarte, tu peux la rouler, puis te la rentrer dans le peteux, puis fermer ta gueule. Yay! C'était le jugement très controversé d'Audrey. Bon. Donc, pour revenir à notre procès. Backtrack. Henry Morgentaler va lui-même avoir la chance de s'expliquer devant le jury. Donc là, si tu le trouvais charmant avant, là, je pense que tu vas aimer ce bout-là. Voici une partie de son témoignage qui est rapporté dans les grands procès de Daniel Proulx. Je commence la citation. « Je ne le regrette pas, parce que j'ai la conviction d'avoir protégé la santé des femmes et d'avoir rempli mon devoir de médecin. Le docteur confirme avoir pratiqué entre 6 000 et 7 000 avortements depuis 1969 et il dit aussi, et je cite, « Au début, je n'aimais pas effectuer ce type d'intervention, mais j'ai compris rapidement qu'un médecin responsable ne pouvait pas abandonner au premier charlatan venu des femmes en détresse et fermement décidées à se faire avorter. Par la suite, j'ai décidé de ne pas refuser les cas raisonnables, car ces femmes décidées finissent toujours par se faire avorter. Si ce n'est pas à l'hôpital ou dans une clinique, ce sera chez un charlatan avec les risques énormes que ça implique. Une femme qui veut un avortement l'aura toujours, même au prix de sa santé, voire de sa vie. » Il a tellement Donc, lui voyait ça comme sa responsabilité. Il disait qu'il n'avait pas l'impression d'avoir brisé son serment d'Hippocrate. Mais non. Non, c'est ça, son serment de médecin. Donc, d'avoir œuvré dans le sens de la préservation de la santé de la femme puis de l'aide à ses patientes. Parce que, justement, c'est à cause de ses sorties publiques, là, quand il a commencé à faire du lobbyisme, là, que les femmes venaient de plus en plus à sa clinique. Parce qu'elles entendaient dire, ben oui, tu sais, ça, c'est un médecin qui est pro-avortement. Fait qu'elles se disaient, OK, ben là, ça va être sécuritaire si je vais là. Je vais avoir les soins auxquels j'ai droit, puis les soins dont j'ai besoin pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Fait que lui, il avait l'impression que c'était de son devoir que de les aider. Mais ça tombe tellement sous le sens de dire, cette femme-là veut se faire avorter, fait que même si j'ai dit non, elle va trouver un autre moyen, puis là, ça pourrait mal finir. Ouais, ça va se finir avec, on en a même pas parlé, mais je veux dire, le nombre de personnes qui se sont ramassées à l'hôpital parce qu'ils essayaient de s'avorter à la maison avec des cintres, là. Ou des aiguilles à tricot. Ou des aiguilles à tricot. C'est très, très élevé aussi. Fait que, parallèlement au procès, les opposants de Morgentaler se font de plus en plus vocaux. Ils publient des lettres dans les journaux et forment des ligues. Par exemple, la fondation d'un Fonds commun pour le maintien de la vie se fait en 1973. Le Fonds commun pour le maintien de la vie regroupe 375 000 membres. Personne n'en manque de loisirs. Sa fondation est annoncée dans les journaux. Oui. Il y a aussi l'Association féminine d'éducation et d'action sociale qui passe au vote quant à la question de l'avortement et qui publie sa décision dans les journaux. C'est un gros non pour le droit à l'avortement. De la part de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Fait que, pour les gens qui ont regardé la série et lu le livre de Handmaid's Tale, une gang de ma tante Lydia. Au terme du procès, le jury délibère et en vient à une décision. Est-ce que tu connais la décision? Non, en fait, j'ai vraiment hâte que tu m'en parles. Le docteur Morgentaler est acquitté. C'est inusité,
au sens de la loi parce qu'il est très rare qu'un jury prenne une décision qui va à l'encontre d'une loi existante, ce qui est le cas ici. Super intéressant. Parce que je veux dire, il a même pas nié d'avoir commis ce qui est, aux yeux de la loi, un crime. C'est vrai. Mais il a été acquitté. Par contre, le docteur Morgentaler n'est pas encore sorti du bois parce que... Il n'est pas encore sorti du bois parce que le ministère public porte la cause devant la cour d'appel et celle-ci tranche dans un verdict tout aussi historique. Le verdict d'acquittement de Morgentaler est renversé et plutôt que de demander la tenue d'un nouveau procès, la cour d'appel détermine que Morgentaler est coupable et le renvoie directement au juge pour déterminer sa peine de prison. Donc, ce que ça fait d'habitude... Non, c'est pas même ça marche. Non, c'est ça. C'est comme ça que ça marchait dans ce temps-là. Donc, au lieu de ordonner la tenue d'un nouveau procès, la cour d'appel a décidé de renverser le jugement d'acquittement puis de dire à la place que c'était un jugement de culpabilité. Fait qu'on dit au juge, je recommence. Fait que là, le juge... en fait, ils ont même pas recommencé. Ils ont pas recommencé le procès. Ils ont juste envoyé Morgentaler devant le juge Hugeson, là. Et le juge Hugeson a déterminé sa peine. Exactement. Il a condamné Henry Morgentaler à 18 mois de prison. Le docteur était alors âgé de 52 ans et il a été immédiatement envoyé à la prison de Bordeaux. À la prison de Bordeaux, il était très populaire parce qu'il a ouvert une mini-clinique de consultation à la prison. Isn't it nice? Je vais avoir mon t-shirt I Heart Henry Morgentaler à côté de mon t-shirt I Heart Louis Pasteur. Mais je pense qu'on devrait en faire, honnêtement, puis les vendre, là, comme nos t-shirts de Paul Rose. Donc, en 1975, le ministère de la Justice va adopter un amendement. Ça, c'est intéressant. C'est l'amendement Morgentaler et qui décrète que désormais, la Cour d'appel a le droit de renverser un verdict et de demander la tenue d'un nouveau procès. Elle ne peut pas remplacer un verdict par un verdict de culpabilité. Donc... Fait qu'ils peuvent pas faire ça. C'est ça. Fait que tu me disais, ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ce serait potentiellement à cause d'Henry Morgentaler que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tellement fascinant. C'est intéressant quand même. Fait que c'est un amendement qui est encore en vigueur aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est déclaré non coupable, qui est acquitté par un jury, ben, la Cour d'appel ou même la Cour suprême, ils n'ont pas le droit de dire qu'en fait, il est coupable. Ils ont le droit de dire, OK, ben, on trouve que le procès n'a pas été bien réalisé, puis on va tenir un nouveau procès, puis en arriver à un nouveau verdict. Mais ça va être un jury qui détermine. C'est pas la Cour d'appel qui a le droit de statuer sur ces affaires-là. Voilà, c'était ma connaissance du système judiciaire. Mm-hmm. Même s'il était déjà en prison, le docteur Morgentaler était loin d'être au bout de ses peines. Parce qu'en effet, durant son séjour en prison en 1975, il y a un autre procès qui est ordonné par le gouvernement du Québec sur des chefs d'accusation similaires. Donc, la couronne, le DPCP, la couronne décide de porter d'autres accusations pour avortements illégaux contre Henry Morgentaler, sûrement dans l'objectif de le garder en prison plus longtemps, j'imagine. Donc, il y a un nouveau procès qui se tient pendant que Morgentaler est déjà en prison et, encore une fois, un jury acquitte Morgentaler. Malgré tout, celui-ci demeure encore en prison. Fait que là, tu sais, il avait déjà été condamné, là, il est en prison, là, il y a un nouveau procès pour les mêmes chefs d'accusation, il est acquitté, mais sa première peine, elle tient encore, fait qu'il est encore en prison, tu sais. Fait que là, dans une autre version de cette histoire-là, ce serait l'avocat de Morgentaler qui a renvoyé la cause en appel et c'est durant cet appel que Morgentaler aurait été acquitté une seconde fois. Donc, c'est pas un nouveau procès qu'il y aurait eu, mais plutôt le jugement de culpabilité de la cour d'appel qui aurait été porté en appel. Il y aurait eu un autre procès, puis le jury l'aurait acquitté encore. Mais dans tous les cas, il a été acquitté 2 fois par un jury. À l'époque, il y aurait un cartoon politique qui aurait été publié dans les journaux. Le cartoon montrait Morgentaler qui se fait passer son cabaret de nourriture en prison avec une note qui dit « Félicitations, docteur, vous êtes de nouveau acquitté. » Mais il est en prison. Mais je pense que ça démontre aussi ce qu'on voit présentement aux États-Unis avec le renversement de Roe v. Wade, que je veux dire, c'est quoi, 72% de la population américaine qui est en faveur de l'accès au droit à l'avortement, puis que ça a été renversé, c'est une décision profondément impopulaire, ça ne représente pas l'opinion générale. Puis là, justement, que Morgentaler il est sans cesse acquitté, ça veut dire comme, gang, nous autres, on le trouve vraiment cool. Ouais. Comme, nous autres, lâchez-le. Tu sais, il avait raison, le maître Shepard, avec le côté récalcitrant des Canadiens français, des Québécois. C'est peut-être pour ça. Q le Canada, Q la reine, Q les lois. Les lois. Fait que, encore une fois, le gouvernement du Québec a porté la cause en appel, justement, quand il a été acquitté la deuxième fois, puis cette fois-ci, la cour d'appel a maintenu l'acquittement de Morgentaler. Fait que là, ça shift un petit peu. Puis après sa sortie de prison, le gouvernement du Québec a tenté une 3e fois de l'accuser d'avortements illégaux.
Et le jury va encore une fois l'acquitter au terme du procès. Il est acquitté 3 fois. Non, il est vraiment cool, on l'aime. Et puis là, justement, en 1976, avec l'élection du gouvernement péquiste de René Lévesque, on dit publiquement qu'il est vraiment cool puis on l'aime. Et le gouvernement du Québec déclare qu'il abandonne officiellement les poursuites contre Morgentaler parce que ça fait 3 fois qu'il est acquitté déjà, là. Fait qu'il faudrait peut-être comprendre le message à un moment donné, là. OK, guys, on va arrêter, là. Je pense que c'est nous autres qui a l'air d'une gang de crapets. Fait que là, en 1976, le docteur Morgentaler va se présenter devant la Cour suprême du Canada pour tenter de faire invalider le code criminel concernant l'avortement. Oh wow. Ses arguments, c'est que les méthodes pour pratiquer les avortements sont désormais beaucoup plus sécuritaires, donc la loi ne devrait plus criminaliser la pratique de l'avortement sous prétexte que ça porte atteinte à la sécurité et à la santé des femmes, ce qui était un des arguments. T'sais. Qui fait du sens. Et son deuxième argument, c'est aussi que cet article-là du code criminel ne respecte pas les droits et libertés, la Charte des droits et libertés. Mais la Cour suprême refuse d'abroger la loi. Donc là, suite à toutes ces... Ben ouais, c'est ça. Avec toutes vos petites capuches, là. Vos capines rouges. Votre costume, il est laid! Suite à ces débandades québécoises, Henry Morgentaler en a eu assez de se faire écœurer par le gouvernement du Québec et a décidé de déménager. Non! Non, mais il a continué à faire son travail de militant du droit à l'avortement en inaugurant des cliniques sous l'œil attentif des autorités parce que c'était encore illégal. Fait qu'il inaugurait des cliniques illégales, tout le monde le savait. En 83, il a ouvert une clinique à Toronto et une autre à Winnipeg. Et la même année, les 2 cliniques sont raflées par les autorités. Donc, encore une fois, il y a des poursuites qui sont intentées pour avortement illégal à l'égard du Dr Morgentaler. Et aussi, cette fois-ci, à l'égard de ses 2 collègues de la clinique de Toronto, les docteurs Leslie Frank Smalling et Robert Scott. Fait que là, encore une fois, les 3 médecins vont clamer une défense de nécessité. Ils sont acquittés. Mais à ce moment-là, il faut comprendre que l'opinion du public commence de plus en plus à pencher en faveur d'Henry Morgentaler. Et c'est sans doute pourquoi, en 1988, lorsque celui-ci se présente de nouveau devant la Cour suprême pour essayer de les convaincre de décriminaliser l'avortement, il va réussir. Yeah! Donc, il y a un jugement de la Cour suprême en 1988. Never give up! Le jugement qui, pour décriminaliser l'avortement, ça vient suite à l'acquittement de Morgentaler et de ses collègues de Toronto. Donc, c'est porté devant la cour d'appel par le gouvernement. On a l'ordonnance de tenir un nouveau procès. Et là, Morgentaler va faire appel à la Cour suprême pour remettre en cause le jugement de la cour d'appel. Et la Cour suprême va statuer que, effectivement, son acquittement devait être maintenu et que, en fait, il avait raison et que l'avortement devrait être décriminalisé. Voilà. Donc, c'est cet arrêt-là de la Cour suprême qui est encore en vigueur aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'avortement est décriminalisé au Canada. Donc, il y aura, en 1993, un deuxième arrêt de la Cour suprême en lien avec Henry Morgentaler, cette fois-ci en lien avec l'ouverture d'une clinique d'avortement à Halifax. Là, c'est très intéressant parce que ce qu'il a réussi à faire en 88 en portant sa cause devant la Cour suprême, c'est décriminaliser au niveau fédéral. Et là, en 93, il avait ouvert une clinique à Halifax et la province de la Nouvelle-Écosse voulait légiférer indépendamment du gouvernement fédéral et lui interdire de pratiquer l'avortement sur son territoire. Et là, le gouvernement fédéral a tranché en 93 dans un autre jugement pour dire que non, les provinces n'ont pas le droit de légiférer indépendamment du jugement fédéral. C'est décriminalisé partout sur l'étendue du Canada, peu importe dans quelle province. Fait que c'est pas comme aux États-Unis que c'était décriminalisé, mais que les États pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Exactement. Là, les provinces ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est le gouvernement fédéral qui a tranché, puis la décriminalisation, elle est valide sur tout le territoire du Canada au complet. Alors, pour le reste de sa vie, Henry Morgentaler va continuer à militer pour le droit à l'avortement, entre autres pour que celui-ci soit couvert par l'assurance maladie et accessible à toutes les populations canadiennes. Oh. Au cours de sa vie, il a récolté de nombreux honneurs, comme le prix d'humaniste de l'année en 1975, un doctorat honorifique de l'Université de Western Ontario en 2005, un Lifetime Achievement Award de l'Association humaniste du Canada et un prix pour service rendu à l'humanité remis par le Congrès du travail du Canada en 2008. Wow! Henry Morgentaler est aussi membre de l'Ordre du Canada. Et pourtant, la route n'a pas été facile. Lorsqu'il a reçu son doctorat honorifique, il y a une pétition de 12 000 noms qui a été remise à l'institution de l'Université du Western Ontario pour l'inciter à revenir sur sa décision, ce que l'université n'a pas fait. Et quand il a été accepté à l'Ordre du Canada en 2008, après de nombreuses nominations infructueuses,
plusieurs membres de l'ordre ont décidé de démissionner, incluant le cardinal de Montréal. OK, bye. Don't let the door hit you on the way out. Non, c'est ça. Fait qu'il a obtenu plusieurs honneurs dans sa vie, mais malgré tout, à toutes les fois qu'il obtenait un honneur, ben, il y avait un contre-courant. Il y avait du chiolage. Il y avait un backlash. Des haters. Il y avait du chiolage. Oui. Haters gonna hate, surtout en ce qui est trait à l'avortement. Donc, en plus de ça, le docteur Morgenthaler a fait l'objet de nombreuses menaces de mort tout au cours de sa carrière, on s'en doute. Ah, mon chapeau surprise commence à être magané. Hey, attends, cale-le plus profondément sur ta tête, là, parce que quelqu'un est même allé jusqu'à poser une bombe dans sa clinique à Toronto en 1992, qui, heureusement, n'a blessé personne. C'est drôle, parce que si la bombe avait explosé pendant qu'il y avait des femmes enceintes, la personne aurait tué des bébés. C'est drôle, je pense que la personne n'avait peut-être pas pensé à ça. Je tenais à le mentionner, je dis ça de même. Comme les gens là, qui vont bomber des cliniques d'avortement là, aux États-Unis, je tiens à vous le mentionner, si vous tuez une personne enceinte, vous tuez un bébé. Je tenais à vous en parler. Bon, mais malgré tout cela, malgré les embûches et les insultes et les menaces et les bombes, le docteur Henry Morgenthaler a persévéré dans son travail pour décriminaliser et augmenter l'accès à l'avortement. Nous avons tous et toutes une dette de gratitude infinie envers cet homme inspirant, et nous sommes vraiment chanceux qu'il ait opéré pendant si longtemps à Montréal. Il y a eu un impact très positif dans l'histoire de la métropole. En 2022, l'opposition officielle à la mairie de Montréal a annoncé vouloir œuvrer à renommer le parc Beaujeu dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en l'honneur d'Henry Morgenthaler. Le parc qui se situe, c'est ça, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et son changement de nom avait déjà été approuvé par le comité de toponymie du quartier. Puis là, justement, ce changement de nom-là était soutenu par l'opposition officielle à la mairie de Montréal. Pourtant, le projet fait l'objet encore aujourd'hui de beaucoup de controverses et des pétitions de militants anti-choix ont été lancées pour contrer cette décision, dont une pétition qui recèle 12 000 signatures la dernière fois que j'ai vérifié, comme quoi la lutte n'est pas encore terminée, ce que confirme d'autant plus le renversement de la décision de Roe contre Wade par la Cour suprême américaine le mois passé. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'on doit continuer à se battre pour le droit à l'avortement, honorant par le fait même la mémoire du Dr Henry Morgenthaler qui est décédé en 2013. Et ce sont sur ces paroles que je souhaite conclure mon cas. Il y avait une citation de Simone de Beauvoir que je vais butcher pour vous, auditoristes, mais qu'elle avait dit qu'il va suffire de un événement politique, environnemental pour que les femmes on perde nos droits. Mm-hmm. Donc, j'utilise encore femme de manière très large pour toute personne s'identifiant comme appartenant au sexe féminin, que ça n'en prendra pas beaucoup pour qu'on perde nos droits et je pense que c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc, je vous encourage, pas juste les personnes qui s'identifient au sexe féminin, mais toute personne appartenant à un groupe de minorités, de demeurer sur nos gardes. La bataille n'est jamais terminée. Et merci, Catherine. C'était une magnifique histoire de procès. C'était super intéressant. Merci. Puis c'est ça, je veux dire aussi, moi aussi, que c'est ça, quand on parlait des droits à l'avortement, là, je parlais bien sûr des personnes qui ont un utérus. Quand on parle des droits des femmes, aussi, je fais pas uniquement référence aux gens qui ont un utérus. Je pense que c'est ça. Ça commence à faire beaucoup de disclaimers, mais... on veut juste être sûr que... Pour vous dire qu'on veut être le plus inclusif possible, nous autres. On veut que toute notre communauté de caféinomanes sache qu'on parle de manière la plus large possible. Oui, et que je ne considère pas que ça prend un utérus pour être une femme, en passant. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais je voulais... c'est drôle parce que, comme on vous a dit au début de l'épisode, Catherine et moi, on a commencé à enregistrer l'épisode, puis malheureusement, il a fallu qu'on mette sur pause... à cause de mon maudit bébé. À cause du bébé qui voulait jouer et jaser avec Catherine. Mais c'est pas grave, c'est notre nouvelle réalité. Mais alors, pendant que j'en ai profité pour me faire un lunch en attendant des nouvelles de Catherine, j'en ai profité pour browser Instagram en tant que millennial que je suis. Et je suis tombée sur une étude du Georgetown Institute for Women, Peace and Security qui ont publié leur index des positions des pays par rapport aux droits des femmes. Alors, c'est un classement des pays où est-ce que les femmes sont le plus en sécurité.
avant de vous en parler plus, il se base sur 3 aspects. Donc, l'inclusion. Par inclusion, ce qu'on veut dire, c'est l'accès à l'éducation, aux opportunités d'emploi et la représentation sur la scène politique. Le deuxième aspect, c'est la justice. Alors, la discrimination, des choses comme ça. Et le troisième aspect, c'est la sécurité. Donc, le taux de violence conjugale, être cible d'actes criminels. Donc, c'est les 3 aspects sur lesquels ils se sont basés pour établir l'ordre des pays dans lesquels les femmes seraient le plus en sécurité et que leurs droits sont le plus sécures. Et là, j'ai déjà demandé à Catherine, selon elle, le Canada est en quelle position? J'étais vraiment pessimiste, là. Tu m'avais pas dit les critères, par exemple, mais c'est ça. En les entendant, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas une bonne perception de notre beau pays. Non, au départ, Catherine était un peu pessimiste et avait mis le Canada comme... je pense 50e de Sardo. Ouais, quelque chose de même. Là, j'ai dit, le Catherine, cheer up! Ben non, le Canada, on est en 12e. Bon. C'est pas la fin du monde. On est devant les États-Unis qui sont en 21e. Par contre, c'est des données qui ont été récoltées en 2021. Donc, selon moi, dans la publication de l'année prochaine, ils vont être knocked down a few pins. Dans le fond, le Canada, je vous explique que souvent, on score pas plus haut que 10 à cause de notre traitement des femmes des Premières Nations. Encore une fois, chapeau surprise qui commence à être un petit peu magané. Mais il s'en vient tout crotte, notre chapeau surprise. Mais je peux vous faire un petit top 5 des pays où les femmes sont considérées comme le plus en sécurité. Alors, en 5e, nous avons le Luxembourg, parce qu'il y a 7 personnes qui vivent là. Et c'est écrit à même la constitution du pays que les hommes et les femmes ont des droits égaux. Ensuite, nous avons... Les 4 femmes et les 3 hommes. Ouais, tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Ensuite, nous avons le Danemark. Oh! Où tout le monde a le droit d'aller prendre une bière avec Mads Mikkelsen. Ben oui. Tout le monde. Ça aussi, c'est un droit qui est dans la Constitution, j'en suis persuadée. Inaliénable. En 3e, on a l'Islande, qui ont par ailleurs passé une loi pour la paye égale entre l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Donc, c'est illégal pour une entreprise de ne pas payer le même salaire pour un homme et une femme occupant la même position. Et une entreprise qui ne respecterait pas cette loi doit payer une amende de 500 $ US par jour. Alors, on niaise pas avec le POC. Non, c'est ça. En 2e place, on a la Finlande, qui, par ailleurs, est le premier pays européen à avoir donné le droit de vote aux femmes en 1906. Finlande. Et en premier, nous avons la Norvège, avec ses fjords, son poisson fumé et ses vikings. Et son froid sibérien. Voilà. Alors, ce sont les pays où est-ce que ça serait le plus cool d'être une femme. Ouais, fait que je suis bien pessimiste, mais on n'est pas en 50e de 112. On est entre l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Ah, that's nice. Entre la choucroute et les moutons. Voilà. Mais je pense que la Nouvelle-Zélande aussi perdent des points en raison de leur traitement des personnes des Premières Nations, eux aussi. Ben ouais, mais là, c'est facile pour l'Europe. Ils en ont pas des Premières Nations là-bas. Ce sont eux, les Premières Nations, OK? Mais c'est aussi dans l'étude qui a été publiée par le Georgetown Institute for Women, Peace and Security, ils reconnaissent qu'un pays où les femmes ont des accès à des bons salaires, à des opportunités d'emploi, à des études, ce sont souvent des pays beaucoup plus pacifiques, où il y a moins de turbulences au niveau politique et où les femmes se sentent plus en sécurité à cause de ces raisons-là. Donc voilà, c'était un bel addon que je tombe là-dessus en attendant qu'on enregistre cet épisode-ci. Quand même, hein? C'est vraiment... ouais, c'est un bel addon. Puis ça finit sur une belle note parce que, écoute, moi, là... Oh, quand j'ai vu l'article passer sur il va y avoir un parc possiblement renommé en l'honneur du Dr. Morgenthaler, j'étais comme ah mon Dieu, mais voir qu'il n'y a pas déjà quelque chose nommé en son honneur, quel homme incroyable. Puis là, quand j'ai appris qu'il y avait des pétitions qui circulaient encore aujourd'hui pour empêcher ça, je me suis dit mon Dieu, mais où s'en va le monde? Et par ailleurs, si vous avez envie de pogner les nerfs, regardez un épisode de Enquête qui est paru il y a quelques années. Il est disponible sur YouTube, ça s'appelle
anti-avortement 2.0, quelque chose comme ça, et c'est sur les mouvements anti-avortement au Canada qui ciblent les jeunes, donc moins de 35 ans. Et on voit à quel point c'est très prédateur. Mm-hmm. Et voilà, Catherine et moi, on l'a regardé et on a amplement pogné les nerfs. Écoute, il faisait des vox pop dans la rue, là, puis il demandait à des hommes jusqu'à quand tu devrais avoir un avortement. Tu sais, tu devrais avoir le droit d'avoir un avortement. Puis il y avait des hommes qui répondaient comme « Ah, moi, je pense que tu devrais jusqu'à comme 4 ou 6 semaines. » Puis là, ça montre non seulement, justement, qu'ils sont mal informés, mais qu'en plus, ils sont mal informés. Non, mais je pense que la réforme n'a pas fait sa job. Non. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant qu'ils sont enceintes avant 6 semaines. Non. Des fois 8 semaines. Ça... Dépendamment de ton cycle menstruel. Il y en a qui sont jamais au courant qu'ils sont enceintes. Surprise! Ouais, puis là, ça fait l'émission à TLC. I didn't know I was pregnant. Ah! Ça, puis il y avait la question dans le Vox Pop aussi. Est-ce qu'une personne mineure enceinte devrait avoir la permission de ses parents pour se faire avorter? Puis tout le monde répondait oui. Oui! Ça me dépasse. Ça me dépasse. S'il y a une fille de 14 ans qui veut ne pas avoir un bébé à sa charge pour le reste de sa vie, là, je suis 100% d'accord avec ça. C'est sa décision. Je vois pas pourquoi ça y prendrait la permission d'une personne qui n'a absolument rien à voir avec cette situation. Moi, je pense que ses parents devraient être au courant parce que je pense que ça ferait partie de la saine communication au sein de la famille, mais je veux dire, si t'es une personne mineure puis que t'as pas envie d'être responsable d'une personne mineure, écoute, ça tombe sous le sens, là. T'as pas le droit de voter. Pourquoi t'aurais le droit d'avoir un bébé? Exactement. T'as pas le droit de boire de l'alcool, de conduire une voiture, de voter, mais oui, c'est correct, va avoir un bébé, Tigidou Lai. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure, la vie. En tout cas, bref, c'était notre épisode consacré à la vie et la bataille a pas d'allure, la vie. de Henry Morgentaler. On espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça intéressant. Et maintenant, si vous avez aimé ça et que vous en voulez plus, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime. Nous sommes sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Et si vous aimeriez nous écrire un courriel pour nous jaser, nous saluer, vous pouvez nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Mais bien entendu, vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés sur les différentes plateformes. Ça nous fait toujours plaisir de jaser avec vous. Vous êtes super intéressants et intéressantes. Vous avez toujours des belles choses à nous dire. Alors, gênez-vous jamais. Et aussi, vous pouvez, comme Christophe et nos chers amis animateurs de Distorsion, nous recommander du café, encore une fois, via les mêmes canaux. Et nous vous rappelons que si vous aimeriez vous gâter, nous avons une boutique Threadless où est-ce que vous pouvez vous procurer des maudits beaux t-shirts de babine. Si vous aimeriez qu'on fasse un t-shirt qui dit Je, cœur, Dr. Morgentaler, on pourrait. On pourrait faire ça. On pourrait. Ben oui. Y a-t-il un public pour ça? Il y avait eu un public pour notre t-shirt de Paul Rose. Est-ce que maintenant il y aura un public pour une autre figure marquante du Québec? Laissez-nous le savoir, ça nous intéresse. Ouais. Et sinon, pour... ce serait donc beau. Ce serait donc beau, la vie. Wow. Alors, pour nous remettre de nos émotions, s'il y en a qui en ont assez, qui veulent aller jouer dehors, c'est correct, on vous comprend, c'est l'été. On vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Crime et de Café. Et pour ceux, elles, que ça intéresse et qui en veulent encore, qui en veulent plus, on vous invite à rester pour toujours plus les 2 minutes de babine où est-ce qu'on va vous jaser de District 31 avec le moins de contexte possible. Alors, pour ceux, elles, qui débarquent à cet arrêt, à la prochaine. Et pour ceux, elles, qui restent, les 2 minutes de babine, ça commence ici. Maintenant. 2 minutes de babine. OK, mon chum, j'ai une histoire de party à te raconter. Oh yes, me sortir la flûte puis les flûtes de champagne puis la flûte pour faire T'as tout compris. Yes. Fait que c'est l'histoire de Patrick Bissonnette, a.k.a. Babine. Mon amour, Babine. Lui. Fait que on est à la fin de la 2e saison. Puis Babine, il en a plein son casse. Oui. His helmet is full. Ben oui, écoute, c'est parce que c'est pas facile d'être un sergent de détective. Au 31, tu sais, comme sa conjointe a été tuée par des membres du crime organisé. Son nouveau boss a été tué par des membres du crime organisé. Ça va pas bien. Il est fatigué. Tout
Tout le monde qui connaît a été tué par des membres du crime Et son cher collègue et dans ma tête amant, Poupou, aussi reçu des menaces du crime organisé. Non. Tout le monde sait que son amant, c'est Maxime Vézo. Ouais, c'est vrai, je m'excuse. Bon. Mais Maxime Vézo va être tué par le crime organisé. Vous voyez la variété dans l'écriture de Luc Diane, on aime ça. Fait que là... Le crime organisé, c'est comme... Il est responsable de 95% du monde qui meurt à Montréal. Exactement. Dans le district 31. OK. Fait que là, notre cher Patrick, il en a plein son casse. Il a besoin de prendre des vacances. Fait qu'il annonce qu'il va clore l'enquête sur la mort de sa conjointe, la radieuse Nadine. Et ensuite, qu'il va partir faire le tour du monde, parce qu'il est écœuré. Il est écœuré. Il veut plus entendre parler de police. Il va partir hiker le Kilimanjaro. Exactement. La véritable raison était que Vincent Guillaume Otis n'était pas disponible pour filmer le début de la 3e saison, alors il fallait trouver une excuse pour qu'il ne soit pas là. Mais, alors... C'est drôle parce que l'audio a bugué de mon bord, puis je t'entendais le dire vraiment très très vite. Vincent Guillaume Otis n'était pas disponible pour assez ça. T'es comme, oui, effectivement, c'est ça l'explication. Non, c'est parce que Louis-José Hood est sorti d'en dessous de mon bureau, puis il s'est mis à raconter les 2 minutes de Babine à la place. Ça rendait ça encore meilleur. OK, fait que là... Donc, on s'entend. La raison pour laquelle Patrick part, c'est parce qu'il est en burn-out. Il est plus capable. Épuisement professionnel. Hashtag épuisement professionnel. Il est en train de faire un épuisement professionnel. Alors, la gang du 31 décide de lui organiser un party de départ. Mais là, je vais péter la balade à tout le monde. D'habitude... Félicitations à ton burn-out. Félicitations à ton burn-out. Ça veut dire que t'as bien travaillé. Quand tu pars en burn-out, là, c'est ton médecin qui te donne un papier. Tu rentres, tu donnes le papier au HR, puis tu repars chez vous avec une boîte en carton. Il n'y a pas de célébration autour du fait que t'as poussé le bouchon trop loin. OK? Non. J'avoue. Mais là, on est dans l'univers du 31, fait que c'est quelque chose à célébrer. Ouais. On va célébrer que tout le monde meurt dans le crime organisé. On va célébrer que tout le monde que t'aimais a été tué par le crime organisé, puis que t'as besoin d'aller comme te refaire les idées. Fait que là, on est au 31. Puis là, Sonia, tu sais, elle arrive. Puis là, elle vient pour partir, mais je pense Isabelle, notre chère Isabelle nationale, lui fait signe comme « Non, reste. » Là, il y a un cut. Puis là, il y a une scène digne d'un début de flash mob où est-ce que tous les acteurs de District 31 s'ajoutent un à l'autre parce que la caméra recule dans un corridor. Puis là, tous les acteurs principaux de District 31 s'ajoutent un après l'autre en se faisant des hi-hi-hi puis des signes « Viens-t'en ». Mais le problème, c'est que parfois, on voit que les acteurs étaient dans le cadre de porte et attendaient leur cue. C'est le début d'un lip dub? Est-ce qu'on est en 2007? Ça avait l'air des débuts d'un lip dub. Tu vois, nice. Surtout comme on voyait des fois qu'ils étaient de dos dans un cadre de porte et que là, quand les acteurs passent à côté d'eux, ils font comme « Ha ha! J'arrive! » Et là... On va chercher notre cher Patrick Bissonnette qui est comme « Oh, ma gang de maudits, vous m'avez organisé un surprise parce que ma blonde est morte! » Puis là, tout le monde se lève et va dans la salle de réunion où est-ce que, pour, je sais pas moi, 20 personnes, il y a 2 plateaux de 15 sushis. Oui, c'est vrai, par exemple. Et une bouteille de champagne. Et là, on demande à notre cher Patrick de faire un speech. Puis Patrick, il est comme « Oh wow, vous m'avez organisé un party parce que je suis en train de péter ma coche, j'ai donc bien faim. » Et là, en débouchant le champagne, il se met à faire un speech. Il dit « Ah, j'aimerais dédier ce speech à ma conjointe morte, à mon boss mort et à Poupou qui a failli se faire tirer dans la face. J'aimerais dédier ce speech à tout le monde qui est mort. » Puis là, il y a comme un... Puis là, tous ses collègues pleurent. Là, tous ses collègues pleurent. Mais dans la scène, il y a tous les acteurs comme habituels. Alors... Isabelle Roy, Stéphane Pouliot, Bruno, Chiasson. Mais il y a aussi 2 figurants qui ont de l'air perdus. Qui sont juste comme « Oh, wow, c'est Vincent Guillaume Otis. Wow. Tu penses qu'il va me signer un autographe quand on les cote? » Et là... Qu'est-ce que je fais ici? Je vais applaudir. Je pense « OK, yeah! Yeah! » c'était beau! C'était beau! Non, je peux pas parler. Je suis pas dans cette pay range-là. Qui parle? Je connais pas, ces gens-là. Je suis pas dans cette pay range-là, je peux pas parler. Je peux juste applaudir. Non, c'est ça. Je suis juste 3e rôle. Puis là, après un moment de silence, Poupou est comme « Ha! OK, on va boire du champagne parce que c'est déprimant, quelque chose de rare. » Et la scène finit sur Babine, les yeux pleins de larmes, qui boit du champagne.
Et voilà, je tenais à vous parler de cette scène parfaitement absurde et vous dire, s'il vous plaît, n'organisez pas de party de départ pour vos collègues qui font des burn-out. C'est ça que j'allais dire, c'est vraiment un cautionary tale pour nous apprendre de... C'est pas une affaire à célébrer que quelqu'un fait un burn-out. Comme vous pouvez envoyer une carte de comme « J'espère que tu vas aller mieux », envoyer peut-être un petit cadeau de « Get well soon », mais organisez pas un party. Ce n'était pas des circonstances qui demandaient un party. C'était d'une absurdité que j'ai rarement vue. Et voilà, c'était... je voulais te parler de ce party vraiment absurde que nous autres, on a manqué parce qu'on était sur un call, partner. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous ont remplacés par 2 figurants qui savaient pas ce qu'ils faisaient. Ouais, les figurants qui étaient juste comme « Oh wow, c'est Vincent Guillotis, il est bon, j'avais aimé dans Bobine. » Oui, peut-être qu'ils se demandaient comme « Hey, si j'avais le droit de parler, ce serait quoi le nom de mon personnage? » Moi, Puis ils étaient juste dans leur tête. Ouais, comme moi, je... Regardez les acteurs, les comédiens qui ont le droit de parler. Je sens que je serais un François. Ah! Me semble que moi, je serais une Ghislaine. Non, ça serait un bon nom pour aller avec mon veste une bonne policière. Ah oui. Puis Poupou, il a un kick sur moi, mais il veut pas me le dire. C'est ça mon backstory. Ben, je sais que c'est ça ton backstory, Audrey. Non, je parlais pas de moi, je parlais de la figurante. Non, je parlais de la figurante. Fais pas semblant! Bon. C'est une backstory à tout le monde, ça. En tout cas, merci pour cette belle histoire de burn-out. Hey, c'était une belle histoire. Puis encore une fois, n'organisez pas de party à vos collègues en burn-out, ils veulent juste rien savoir. Mais on va aussi souhaiter que personne fasse de burn-out, c'est vraiment pas le fun. Non, effectivement. Fait que prenez soin de vous, lâchez vos écrans, allez prendre un bain, écoutez le chant des oiseaux, allez prendre une marche, profitez de la vie. Oui. C'est le temps de manger une petite molle, là. C'est le temps. Allez manger une petite molle dans le parc Henry Morgenthaler. Cet homme qu'on adore. Allez faire des graffitis sur l'affiche du parc Beaujeu pour écrire Henry Morgenthaler en place. Écrire « Aïe, cœur, Henry Morgenthaler ». Ça rime. Ça rime en plus. Ça rime parce que c'est vrai. Voilà. Fait que c'était ça que je vais te compter, partner, le party le plus awkward auquel j'ai jamais assisté. Parce que j'ai littéralement jamais assisté. Non, effectivement. Alors voilà. Et là. 10-4, partner. Merci, mon chum. 10-4.